l'hypnothérapie est une thérapie qui est de plus en plus connue et qui de plus en plus attire l'attention dans le monde des thérapies. Mais en fait, c'est une thérapie qui est assez ancienne, puisque Freud, Jung, au début du XXe siècle, l'utilisaient déjà. Mais avant de présenter ce que c'est exactement l'hypnothérapie, je veux préciser tout de suite qu'il y a deux façons, et moi j'utilise l'hypnothérapie de deux façons différentes. La première, c'est d'utiliser l'hypnothérapie en tant que telle, c'est-à-dire comme une thérapie en soi, et on utilise uniquement l'hypnose, les protocoles hypnotiques, les protocoles d'hypnose, tout seul. La seconde façon d'utiliser l'hypnothérapie, l'hypnose, c'est dans le contexte plus général d'une thérapie analytique qui en général a un délai plus long. Et ça parce que, effectivement, on considère que l'hypnothérapie toute seule n'est pas suffisante, parce que le patient a besoin d'entrer dans un parcours d'analyse afin de comprendre symboliquement la teneur de ses conflits, de sa souffrance, et que l'hypnose ne sera pas suffisante en soi pour le traiter. Alors là, dans ce cas-là, on utilise l'hypnose de façon plus épisodique, à certains moments précis, focalisés, et l'hypnothérapie devient, on va dire, l'hypnose devient une espèce d'outil complémentaire de la thérapie. Très bien. Alors, si on devait définir ce qu'est l'hypnothérapie, simplement on peut dire que c'est l'utilisation du phénomène naturel de l'hypnose, de la transe hypnotique, à des fins thérapeutiques. Alors je vais expliquer un peu plus amplement de quoi il retourne. La première chose qu'on peut dire, c'est que le premier objectif de l'hypnothérapie, c'est d'entrer en contact avec les contenus inconscients, les couches inconscientes du psychisme du patient, pour résoudre les conflits ou la souffrance qu'il amène au cabinet, en consultation. Alors, ça appelle une précision. Pourquoi absolument rentrer en contact avec les couches inconscientes du psychisme? Eh bien simplement parce que la plupart des souffrances psychologiques viennent du fait qu'effectivement il y a une contradiction entre l'inconscient et le conscient, entre le comportement du psychisme inconscient et le comportement du psychisme conscient. Et que donc il est nécessaire de venir, on va dire, récupérer des contenus inconscients pour les amener à la conscience afin d'harmoniser la totalité du psychisme. Plus ou moins, évidemment c'est résumé et très synthétique, mais plus ou moins la raison est là, et en fait ça, je suis en train de décrire ce qu'on appelle finalement la situation de la neurose, c'est-à-dire un conflit interne à un psychisme qui est un conflit entre une part inconsciente et une part consciente. Donc en hypnothérapie, on va aller chercher les contenus inconscients qui sont a priori en conflit avec les contenus conscients pour justement réharmoniser le psychisme. Voilà. C'est une explication extrêmement résumée et synthétique. Alors, on va dire le premier pas que va chercher à réaliser l'hypnose, c'est effectivement de entrer en contact avec ces contenus inconscients, donc de les identifier. Donc ça c'est le premier pas, on va dire l'identification de ces contenus inconscients. Le deuxième pas, eh bien, ça va être de rentrer en dialogue avec ces contenus inconscients, parce que, effectivement, si on veut, on va dire, recréer une harmonie, eh bien, c'est comme tout, c'est comme dans la vie, on ne décide pas comme ça qu'on change les choses, on entre en négociation. Et donc, effectivement, l'inconscient a une certaine autonomie, et on entre en négociation avec ces contenus en essayant de trouver un moyen terme, ou éventuellement de transformer les choses, mais il y a une période, c'est une période, on va dire, d'une négociation. Et enfin, le troisième pas, c'est ce qu'on appelle
une resignification, et alors la resignification non seulement de ces contenus inconscients, mais aussi des contenus conscients. Donc on resignifie, ça veut dire quoi? C'est on réorganise finalement, on remodélise le comportement maintenant que tous les éléments sont en présence de manière consciente et que on va recréer un nouveau modèle de comportement. Évidemment, cette création, ce n'est pas une recréation qui vient de rien, elle est ancrée dans la personnalité du patient. Ce n'est pas de format artificiel, c'est quelque chose qui est dirigé par la propre structure de la personnalité du patient. Voilà. Donc c'est quelque chose évidemment d'harmonieux et dont l'objectif est un bénéfice, un bienfait de santé, santé psychique. Alors la durée moyenne d'un traitement va c'est une moyenne évidemment entre 5 et 10 sessions d'hypnothérapie. Évidemment, on a quelques cas où en 1 ou 2 sessions ou 3 sessions, la souffrance, le conflit, la problématique est résolue, mais bon, c'est une moyenne entre 5 et 10 sessions. Voilà. Mais il est toujours bon de se rappeler ce que j'ai dit au début, 2 façons d'utiliser l'hypnothérapie. L'une toute seule, parce que dans ce cas-là, les conflits, la souffrance n'a pas une ancienneté énorme et elle n'est pas, on va dire, enracinée profondément dans le psychisme du patient. Alors là, effectivement, on peut utiliser l'hypnose toute seule. Mais par contre, si vraiment le conflit, la problématique est ancrée très profondément depuis des années, ou voire des dizaines d'années, et qu'elle est complètement intégrée dans le psychisme, alors là, évidemment, c'est ce que je disais, on va avoir besoin d'un parcours analytique qui s'associe à l'hypnothérapie. Alors, que traite l'hypnothérapie? On pourrait dire finalement quasiment tout, bien que ce soit un peu exagéré, mais toujours avec la même précaution d'usage sur le fait de savoir si un parcours analytique ou non est nécessaire, mais on peut dire que l'hypnose traite énormément de choses. Alors, bon, rapidement, ça peut être les TOC, les phobies, les insomnies, le bégaiement, les syndromes de panique, l'anxiété généralisée. Elle est très utile dans les dépressions. Mais je ne vais pas nommer tous les troubles que l'hypnose soigne. Il y a une liste qui va défiler, ça va vous donner une idée du grand nombre de troubles que l'hypnose soigne. Effectivement, en plus, on peut mettre dedans tous les problèmes d'addiction, tabac, drogue, alcool. Je répète encore une fois, il faut toujours se poser la question si l'hypnothérapie doit être utilisée toute seule ou dans un contexte analytique. Ça, c'est fondamental. Alors, comment fonctionne le traitement? Finalement, de façon relativement classique, on a d'abord un entretien avec le patient qui peut avoir une durée variable selon les patients. Alors, une demi-heure, 40 minutes. Et des fois, on a des nécessités, on va dire, relativement souvent d'avoir 1 ou 2 sessions qui sont consacrées à cet entretien, parce que si on veut taper juste, il faut être très précis sur finalement cet entretien. Il faut savoir exactement la configuration de la souffrance et de la problématique du patient. Voilà. Et dans un second temps, donc on entre dans la pratique et l'application des protocoles d'hypnose. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'état d'hypnose? Il est totalement légitime, quand on va faire une hypnothérapie, d'avoir envie de savoir exactement, mais qu'est-ce que c'est réellement l'hypnose?
Alors la première chose très importante à dire, c'est que c'est un phénomène absolument naturel. Il est tant naturel que chacun d'entre nous vit un état de transe hypnotique en moyenne entre 4, 5 fois et 10 fois par jour. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est un fait scientifique prouvé, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est cet état de transe hypnotique? Alors pour l'expliquer, on peut prendre l'exemple de quand vous regardez un film dans lequel vous êtes complètement pris et vous êtes en train de vous laisser happer, pénétrer totalement par l'histoire. Et alors vous commencez à vivre le film comme si vous y étiez. Vous commencez à vivre les sentiments du héros, les désirs du héros, les colères du héros. Vous commencez à sentir, par exemple, le froid, s'il est dans du froid, sa souffrance. Enfin bref, finalement, vous arrivez à être capable de vivre quelque chose qui est totalement virtuel, et ça parce que finalement vous oubliez complètement le contexte de la réalité dans laquelle vous êtes physiquement. La seule chose qui maintenant a de l'importance, c'est justement ce qui se passe dans le film. Et donc, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, c'est simplement une modification de votre état de conscience. Et donc, on en vient à la première définition de l'hypnose, qui est que finalement, l'état de transe hypnotique est une altération de l'état de conscience. Alors, pour expliquer un petit peu ce que c'est cet état de conscience altérée, eh bien, simplement, quand dans la vie, on va dire normale, entre guillemets, vous êtes en état de conscience normal, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous utilisez vos 5 sens et la conscience que vous avez de ces sens pour percevoir la réalité et être conscient de la réalité qui vous entoure. Ça, c'est, on va dire, le fonctionnement normal de la conscience, et ça va inclure aussi vous-même, c'est-à-dire que vous êtes conscient que vous avez tel comportement, tel sentiment, que vous ressentez telle chose, et que dehors il se passe une chose et une autre. Ça, c'est la normalité. Quand vous êtes en état de conscience altéré, alors le phénomène est inversé, c'est-à-dire que votre conscience n'est plus dirigée vers l'extérieur, mais uniquement vers un objet qui est localisé à l'intérieur de vous. Voilà. Et donc ça, c'est le premier principe de l'altération de conscience, c'est-à-dire que vous êtes focalisé, votre conscience est focalisée sur un objet intérieur à vous-même, et que cet objet prend la place de la réalité extérieure. Et donc votre conscience est complètement focalisée vers l'intériorité. Et ça, c'est fondamental pour comprendre l'état d'hypnose, parce que ça veut dire que finalement, ce qu'on appelle l'état de suggestion est un état qui est relié à un objet intérieur, c'est-à-dire une réalité intérieure qui est totalement séparée de la réalité extérieure. Et donc, c'est ce qui fait que finalement, vous allez pouvoir recevoir un certain nombre de suggestions qui n'ont peut-être rien à voir, du moins momentanément, avec la réalité, mais qui vont accaparer totalement votre conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise l'hypnose à des fins thérapeutiques, parce que justement, comme on focalise le patient sur un état intérieur, justement, qui est une des composantes de son malaise, de son trouble, eh bien, on arrive à travailler dessus grâce à la focalisation du propre patient sur cet objet. Et donc, finalement, qu'est-ce que c'est l'hypnose? C'est finalement on va accompagner, on va aider le patient à résoudre lui-même sa problématique. Alors, c'est vraiment ça, le vrai fondement de l'hypnothérapie. Alors, ça, c'est une chose importante parce que ça veut dire, évidemment, que si l'hypnose est un état de conscience altéré, il n'en est pas moins, il n'en reste pas moins un état de conscience. Hein, vous entendez bien, conscience altérée, oui, mais de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en état d'hypnose, on est toujours conscient, et on est conscient de notre état de conscience altéré.
il n'existe pas d'état d'inconscience en hypnose. On est absolument conscient de tout. Souvent, les patients me disent « mais je ne comprends pas, j'étais conscient de tout ce que vous me disiez ». Oui, bien sûr, et heureusement, et on est très content que ce soit le cas. Et alors, donc ça, c'est aussi, ça implique autre chose qui est très important, c'est que finalement, il y a certaines mythologies à propos de l'hypnose qui disent « oui, mais alors il y a des risques, on peut ne pas se réveiller, on peut être complètement pris par la suggestion ». Non, c'est impossible parce que justement on est conscient. Donc il n'y a pas d'idée d'être pris comme dans un rêve par exemple. C'est impossible. On peut arrêter la séance d'hypnose à tout moment. Le patient peut arrêter. Et simplement, il suffit qu'il décide qu'il ne veuille plus et tout s'arrête. Et donc ça veut dire une autre chose qui est très importante, c'est que on ne peut pas hypnotiser quelqu'un qui n'a pas envie d'être hypnotisé. On ne peut hypnotiser quelqu'un seulement s'il désire être hypnotisé. Et donc ça, c'est une base très importante de l'hypnothérapie, c'est l'engagement du patient dans sa séance, hein, dans sa thérapie. Voilà. Si on n'a pas envie, ben, on n'arrivera pas à grand-chose. Voilà. Donc voilà, ça permet on va dire, d'abolir quelques mythologies à propos de l'hypnose qui dit qu'il y a des risques, qui dit qu'on peut être hypnotisé contre sa volonté. Non, c'est absolument impossible. Même le plus grand hypnotiste, le plus incroyable, n'arriverait pas à faire ça. C'est impossible. Alors, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « oui, mais j'ai vu des spectacles d'hypnose ». Sans s'étendre, effectivement, avant les spectacles d'hypnose, il y a des entretiens, c'est des choses qui sont préparées, et toutes les personnes qui sont hypnotisées sur une scène de spectacle sont des personnes qui ont envie d'être hypnotisées, qui sont prêts à jouer le jeu. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. La dernière chose que je veux dire, et qui est très importante, c'est qu'en hypnothérapie, on n'utilise que des transhypnotiques de faible niveau. Et pourquoi? Parce que justement, on veut que le patient soit un agent actif de sa thérapie, c'est-à-dire on ne veut pas un patient complètement parti dans les vapes, non, on veut un patient au contraire complètement conscient des opérations qui sont en train de se dérouler pour gagner encore plus d'efficacité justement. Donc ça c'est très important parce que ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce qui va se passer durant la session d'hypnose. Enfin, la dernière chose, effectivement, c'est que comme je travaille online, certains peuvent se dire « oui, mais alors, est-ce que ça fonctionne online ?» Oui, ça fonctionne totalement, ça fonctionne aussi bien qu'en présentiel. Et donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à voir la vidéo de présentation. J'explique pourquoi les thérapies online fonctionnent aussi bien que les thérapies présentielles, parce que c'est fondamental à comprendre la phénoménologie qui fait que ça fonctionne. Voilà. Bon, j'en termine là. Je suis de toute façon ouvert à toutes vos interrogations. Si vous avez des questions, si quelque chose n'a pas été clair, n'hésitez pas à entrer en contact. Je serai très heureux d'entrer en conversation avec vous, de vous expliquer ce qui n'a pas été compris et puis d'adapter tout ça à votre cas personnel. Un grand merci pour votre écoute et une bonne journée et paix à tout le monde.